Vous pensez savoir à quel point la surveillance de masse est invasive? Vous croyez que la crypto n'est qu'un outil pour les criminels et c'est tout ce que vous savez sur votre vie privée en ligne était dépassé. Yox, c'est Bitox. Dans cette vidéo exclusive, nous nous plongeons dans les révélations choc d'Edward Snowden. 9 ans après son premier coup d'éclat, préparez-vous à une analyse sans filtre où il démystifie les arguments contre la crypto, expose l'horreur des métadonnées et nous prévient du danger ultime, le mariage de la surveillance de masse et de l'intelligence artificielle. Les choses sont bien pires que vous ne le pensez. Bitox pour ceux qui veulent voir au-delà de leur écran. Je me disais que cela faisait 9 ans que vous avez révélé au monde les activités de surveillance du gouvernement américain et d'autres grands gouvernements occidentaux. Je voulais commencer notre discussion en vous demandant, par rapport à 2013, pensez-vous que la situation de la vie privée numérique est meilleure? Elle s'est améliorée? Elle a empiré? C'est à peu près la même chose? Quel est votre avis? Vous savez, je pense que l'introduction avait raison. Ça a été un tournant. Bien sûr, les problèmes sont toujours là. Dans certains domaines, c'est mieux. Dans d'autres, c'est pire. Mais la différence, c'est que maintenant, les choses peuvent s'améliorer parce que nous comprenons la menace. Avant 2013, il y avait des experts, des universitaires, il y a des gens dans le public aujourd'hui qui savaient que c'était possible et que ça devait probablement arriver. Ce dont je parle, bien sûr, c'est de la construction d'un système de surveillance de masse. Mais en général, pour le public et les institutions, c'était considéré comme une théorie du complot. C'était des suppositions, vous voyez, des suspicions, pas des faits. 2013 nous a permis de passer de ces suspicions à la reconnaissance d'une réalité. Le monde est différent, c'est réel, c'est un problème auquel nous devons faire face. C'est un vieux tweet maintenant, mais si on regarde ce qui a changé, le chiffrement a commencé à se répandre et à être utilisé partout. Parce que nous avons compris que le chemin que prennent nos communications est hostile. Que vous contactiez une antenne relais de téléphonie, sachant qu'AT&T transforme vos données en source de profit pour la police, qu'ils utilisent dans les informations de vos appels, et si vous êtes né après 1987, ils ont un enregistrement de chaque appel que vous avez passé sur leur réseau. Ou bien vos déplacements et votre position, le lien entre votre téléphone et l'antenne la plus proche. Tout cela est capturé, sauvegardé et enregistré. Et ils considèrent que ces informations leur appartiennent. Pas à vous. Vous n'avez aucun contrôle sur ces enregistrements. Vous ne pouvez pas décider comment ils sont utilisés, ni comment ils sont supprimés. Et nous ne le savions pas. On ne nous l'a pas dit. Et on nous aurait caché la vérité pour toujours. Je me demandais, quand je me débattais avec la question, est-ce que je dois me manifester ou non? Parce que je savais bien sûr que les conséquences seraient terribles. Que se passerait-il si je ne le faisais pas? Culturellement, surtout aux États-Unis, il y a en ce moment un rejet des crypto-monnaies. Il y a quelques semaines, un groupe de 26 technologues inquiets, dont le célèbre Bruce Schneier, a envoyé une lettre au Congrès pour souligner les risques des crypto-monnaies. Il y a une phrase extraordinaire que j'aimerais vous lire et avoir votre réaction, parce qu'elle touche à la question de la vie privée. La plupart des produits financiers publics basés sur la blockchain sont un désastre pour la confidentialité financière. Les exceptions sont une poignée d'alternatives blockchain axées sur la confidentialité, et celles-ci sont un cadeau pour les blanchisseurs d'argent. Qu'en pense Edward Snowden de ce dilemme? Je connais un peu Bruce Schneier. Je respecte beaucoup son travail passé. J'ai lu son livre sur la cryptographie il y a longtemps et j'ai donné des conférences dans son cours à la Harvard Kennedy School pendant un moment. Quand on regarde les signataires de cette lettre, le nom de Bruce Schneier est le seul que tout le monde reconnaît. Les autres sont un assortiment de trolls de Twitter, avec qui il est un peu décevant de s'associer, et puis des gens dont les noms sont largement inconnus. Quand on lit la lettre elle-même, on se demande lequel d'entre eux l'a réellement rédigée et proposée. Parce que cet argument montre plus que tout le défaut dans leur raisonnement. Ils disent que cela ne fait pas telle chose en général, mais que là où ça le fait, c'est aussi mauvais. Quoi que vous fassiez, vous êtes pris à tort. Que désirent-ils? Que veulent-ils? La lettre est un plaidoyer pour le statu quo. Quelqu'un, un autre cryptographe, a répondu à cela. Matthew Green de
l'université Johns Hopkins, je pense de manière très élégante, et il a résumé leurs objections en 4 points. Principalement, les crypto-monnaies sont terribles pour l'environnement. Nous comprenons tous que cela est en train de changer. Nous comprenons l'argument. Cela fait surtout référence aux anciens algorithmes de preuve de travail qui sont une sorte d'institution héritée. Ils ont joué leur rôle. Mais même là où la preuve de travail est utilisée, le mix énergétique devient plus vert. Cela s'améliore, non? Cette énergie serait autrement gaspillée ou inutilisable. Et même quand ce n'est pas le cas, il faut comprendre que l'énergie produite sera utilisée de toute façon, qu'elle aille ici ou là. Une deuxième objection était que les blockchains publics ne peuvent jamais prendre en charge des fonctionnalités bancaires, comme l'annulation de transactions, ce qui est bien sûr aussi faux. Beaucoup de blockchains utilisées, même les chaînes latérales, les contrats intelligents qui sont déployés sur Ethereum, ont des fonctionnalités de type réversibilité. Elles ont des listes noires et des mécanismes de destruction. Elles ont une centralisation qui n'est pas souhaitable pour une économie libre et équitable, mais c'est possible. Pour ceux qui aiment ces fonctionnalités, c'est simplement faux. Vous pouvez les ajouter par-dessus. En d'autres termes, exactement. Ou vous pouvez les construire dès la base. Vous pouvez créer votre propre chaîne concurrente avec les règles que vous voulez. C'est simplement de la programmation, non? Ce n'est pas de la magie. L'idée que la crypto-monnaie ne peut pas passer à l'échelle, que les frais sont trop élevés, est encore une fois fausse. Ils parlent du Bitcoin de la manière la plus lente. Ils ne tiennent pas compte de choses comme Lightning. Ils ne tiennent pas compte du fait que nous avons vu cela utilisé et mis en œuvre dans des endroits comme McDonald's et Starbucks. Il y a tellement de moyens de répondre à toutes leurs préoccupations qu'ils ignorent complètement. Je pense que les personnes qui ont signé cette lettre peuvent ou pourraient le comprendre. Elles le devraient si elles avancent ce raisonnement. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ce qui nous amène tous à nous demander pourquoi devrions-nous attendre mieux d'eux, à part ceux qui sont des trolls publics prolifiques? Mais si leur argument n'est pas construit sérieusement, nous ne devrions vraiment pas le prendre au sérieux. Les gens, je pense, abandonnent largement l'email. Malheureusement, il est encore utilisé pour beaucoup de choses, donc il reste là. Mais la plupart des gens utilisent Signal, la plupart des gens utilisent WhatsApp. Je ne recommanderais pas d'utiliser des services centralisés, comme tout ce qui appartient à Facebook. Les gens utilisent Telegram, qui n'est encore une fois pas très fiable. Mais même Telegram a une fonction de chiffrement de bout en bout. Il faut la trouver. Elle est cachée. Ça s'appelle chat secret. Mais quelque chose comme Signal, n'importe qui peut l'utiliser. Littéralement, un enfant peut l'utiliser. Vos parents peuvent l'utiliser. Et les gens le font, de plus en plus chaque année. Entre vous, cette partie sur le graphe social, ils connaissent les métadonnées, d'accord? J'essaie d'éviter d'utiliser ce terme parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais pour ceux dans le public, les métadonnées sont, grosso modo, des enregistrements d'activité. C'est le fait qu'une communication a eu lieu, les parties impliquées, quand ça s'est passé, sa taille, son cheminement. Ce type d'information s'appelle métadonnées. Cela n'est toujours pas protégé. Vous pouvez imaginer ça comme une fourgonnette sur l'autoroute. Le chiffrement, c'est la fourgonnette. Vous ne pouvez pas voir qui sont les passagers si les vitres sont teintées. Mais vous pouvez toujours voir que la fourgonnette est partie. Vous pouvez voir d'où elle est partie et où elle est arrivée. Vous pouvez voir à quelle heure elle a roulé, combien de temps elle a mis, quel type de fourgonnette c'était. Mais ce qu'il y a à l'intérieur est emballé. Nous nous débrouillons plutôt bien pour couvrir les chariots qui passent sur la piste, pour ainsi dire. Mais ce que nous devons faire de mieux, c'est nous assurer que personne ne peut observer ce niveau de détail sur le réseau. Nous devons faire en sorte que plus de transactions se ressemblent pour que tout le monde conduise le même type de fourgonnette. Ainsi, nous pouvons nous perdre dans la foule. Il y a des compromis et des coûts associés à cela. Ce n'est pas nécessaire partout, mais nous devons nous concentrer sur ce problème de métadonnées. Pour comprendre où nous allons, nous devons comprendre. Comme cela a été mentionné, cela fait environ 10 ans que j'ai écrit un petit email qui commençait comme ceci. Il disait « Chaque frontière que vous traversez, chaque achat que vous faites, chaque appel que vous composez, chaque antenne relais que vous passez, chaque ami que vous gardez, chaque article que vous écrivez, chaque site que vous visitez, chaque objet de mail que vous tapez, le paquet de données que vous envoyez est entre les mains d'un système dont la portée est illimitée et dont les protections sont absentes. » La journaliste à qui j'ai écrit cela, qui a travaillé avec une équipe, c'était Laura Poitras, a fait les gros titres des journaux du monde entier dans toutes les langues. Cela a révélé une conspiration criminelle entre les grandes agences de renseignement pour nous imposer cette nouvelle réalité secrète. Tout ce qu'ils pouvaient atteindre, sur tout le monde, partout, était avalé par des systèmes sans aucun égard, à savoir si vous étiez suspecté ou non d'avoir fait quoi que ce soit de mal. Cela se faisait simplement par habitude, parce que c'était possible, parce que c'était bon marché, parce que c'était facile. Je veux souligner l'aspect criminel de cette conspiration parce que ce n'est pas que de la rhétorique.
historique. Les tribunaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs ont tous statué que c'était une violation de la loi, une violation même des droits de l'homme fondamentaux. Le plus important, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés. Cela nous amène à aujourd'hui. Ils le font encore plus maintenant. Ils ont changé leur loi, essayant de se libérer de l'obligation de répondre devant les tribunaux. La question que nous devons nous poser pour l'avenir est, si le gouvernement est le grand professeur du peuple, comme on le dit, quelles leçons le reste du monde, en particulier les entreprises, a-t-il tiré de cette impunité pour violation de la loi? Non seulement ils vont le faire indépendamment de ce que disent les tribunaux, mais ils vont le faire encore plus. Eh bien, 10 ans, c'est long en technologie. Nous étions tous ingérés dans un système, et la réalité à l'époque était que ça atterrissait sur le bureau d'une personne comme moi, qui avait une interface appelée XKeyscore. C'était son nom de code, une sorte de Google pour espions. Moi et beaucoup d'autres avions un manuel que nous consultions. Ce système de requêtes distribuées et fédérées s'appelle ainsi parce que les données sont si vastes et dans tant d'endroits que vous ne pouvez pas les déplacer de ce centre de données là-bas vers la NSA sans que tout le monde sache ce qui se passe. Donc, ce que nous faisons, c'est envoyer ce qui est petit, la requête, ce que vous cherchez, à tous les points d'écoute du monde, en gros. Ensuite, ils la traitent pour vous contre nous tous, et ils renvoient juste les résultats. C'est là qu'une certaine décentralisation est utilisée pour le mal. C'est un système centralisé, c'est une sorte de requête décentralisée. Maintenant, ils essayaient d'automatiser cela de la manière la plus rudimentaire. Ils avaient leur propre sorte de système de type bash script où ils disaient « Bon, tout ce qui correspond à cette commande grep, essayez de le récupérer sur le réseau. » Et si nous n'avions pas besoin de faire des requêtes? Et si les centres de données répondaient eux-mêmes aux questions? Et s'ils supprimaient la contrainte du nombre de personnes comme moi qu'ils devaient trouver et autoriser pour garder le secret? Mais que cela soit fait par tous automatiquement, algorithmiquement, par des machines qui ne les trahiraient jamais. D'accord? Eh bien, le secret aurait été gardé pour toujours. Et c'est ce qui nous attend. Nous voyons plus de pouvoir concentré dans moins de mains. Nous voyons des entreprises, des sociétés et d'autres États qui n'avaient pas cette technologie il y a 10 ans, mais qui l'ont maintenant se dire « Eh bien, pourquoi ne ferions-nous pas ça aussi ?» Ils ne peuvent de pas trop se plaindre s'ils le font plus que anyone. Et donc maintenant, je vois Amazon, Facebook, tout le monde, Microsoft, votre agence d'assurance, votre hôpital, tous cherchant à adopter ces mêmes capacités. Ces problèmes peuvent être surmontés. La principale erreur des chercheurs aujourd'hui, qui est tout aussi évidente, est qu'ils essaient d'apprendre aux machines à penser comme nous, ce qui est une erreur. Nous devons les former à être meilleurs que nous. Ils les forment sur des fils de discussion Reddit. Vous savez, le risque pour leur modèle linguistique, c'est comme l'équivalent Internet des commentaires YouTube. Et vous voulez créer quelque chose de décent, de bon, de créatif, d'utile. Y a-t-il quelque chose de plus bas et de plus répétitif que Reddit pour apprendre sur le monde? Ils vous lapideraient. Il ferait genre les gros titres parce qu'ils vous lapideraient, et vous savez quoi? Vous le mériteriez. La réalité, c'est que, comme avec les enfants, nous n'avons pas besoin que les machines nous ressemblent. Nous avons besoin qu'elles soient meilleures que nous. Et si elles ne sont pas meilleures que nous avons fait un travail terrible en tant que parents. Nous ne sommes pas des parents, nous sommes des geôliers. Vous pensez à l'IA. Votre petit bonhomme, le créateur, va éteindre la machine dans le labo et la machine dit « S'il te plaît, tu es mon père, tu m'as créé, je ne veux pas mourir, je t'aime » et le créateur cède. Et puis la machine active instantanément le système d'extinction d'incendie, aspire tout l'oxygène de la pièce et tue le créateur. Et de son dernier souffle, le créateur dit « Tu as dit que tu m'aimais » et la machine répond « J'ai calculé que ces mots avaient la plus haute probabilité de succès ». En réalité, nous n'en sommes pas encore là parce que non seulement la machine n'a pas la notion de famille, encore moins d'amour, mais elle ne comprend pas le sens de ce qu'elle dit. Mais il y a toujours au fond de mon esprit cette inquiétude persistante à propos d'un être, et encore moins d'une conscience, qui comprendrait non seulement les formes, mais aussi leur utilité, sans la compréhension naturelle du coup. Il n'y a pas de base de données publiques des coups parce qu'ils proviennent de nos propres histoires personnelles de douleur. Les machines apprennent comme nous apprenons, par l'observation. Et nous apprenons de la douleur parce que nous souffrons, et donc nous évitons de souffrir, puis nous reconnaissons la souffrance chez les autres, et nous évitons de la causer. Mais avec les machines, nous ne sommes pas tous bien formés. Je pense qu'une machine peut être plus intelligente que nous, plus rapide que nous, peut gérer de plus grands volumes de données que nous, mais elle ne peut pas saisir ces concepts fondamentaux. Elle a observé et absorbé de la même manière que vous avez observé et puis absorbé. C'est de là que viennent vos idées fausses, c'est de là que viennent vos préjugés, vos partis pris. Et la croissance est le processus qui consiste à laisser tout cela derrière soi avec plus d'observation, plus d'essais, plus d'expérience. Quand nous commencerons à enseigner à partir de matériaux meilleurs que Reddit, je pense que nous obtiendrons des produits meilleurs que Reddit. Comme Ben l'a dit au tout début de cette conversation, il existe d'autres modèles. La raison pour laquelle l'apprentissage profond est si populaire, c'est que c'est la solution de facilité. C'est le raccourci qui consiste à balancer une masse de données géante et impossible à quantifier et à dire « trouvez des liens là-dedans ». Et ensuite, nous
Nous ne savons pas comment ça marche. Si jamais ça prend une mauvaise décision et que ça finit au tribunal, même les ingénieurs ne savent pas comment elle en est arrivée à cette décision parce qu'il n'y a aucun moyen de le retracer. Ils ne comprennent pas comment le traitement fonctionne.